Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à explorer des histoires réalistes, sombres et surprenantes, des récits où le luxe dissimule les crimes, le pouvoir achète le silence, mais où la vérité finit toujours par ressurgir. Dites-moi maintenant dans les commentaires, de où regardes-tu cette histoire? Le palais de Montferrand se dressait aux portes de Lyon, tel un monument à l'arrogance humaine. Ces murs de calcaire, noircis par le temps et la pollution, semblaient absorber la lumière du jour, renvoyant au monde une présence oppressante, presque maladive. Pendant des décennies, ce lieu fut synonyme de pouvoir absolu. Fêtes secrètes, accords conclus, loin des tribunaux, destins joués derrière de massives portes de chêne. Officiellement, le palais était abandonné depuis plus de 20 ans. Officieusement, il n'avait jamais cessé d'être le théâtre de secrets. Claire Moreau franchit le portail rouillé par une grise matinée de novembre, ressentant déjà le poids du lieu avant même de pénétrer dans la cour intérieure. Journaliste d'investigation réputée pour avoir fait tomber des personnalités publiques intouchables, elle ne croyait pas aux coïncidences, et l'invitation anonyme qu'elle avait reçue des semaines auparavant le confirmait. Une enveloppe sans adresse de retour, avec seulement une phrase manuscrite « Si vous voulez comprendre pourquoi 3 ministres ont disparu sans laisser de traces, commencez par ce qui est enterré. » Claire n'était pas venue par curiosité. Il était venu parce que tous les dossiers officiels concernant le château de Montferrand avaient été effacés ou classés monuments historiques protégés le même jour, des années auparavant. Il était venu parce que ceux qui avaient osé enquêter sur les lieux avaient vu leur carrière brisée, avaient subi des dépressions nerveuses ou avaient trouvé la mort dans des accidents. Il était venu parce que sa propre mère, fonctionnaire au ministère de la Culture, avait été licenciée après avoir évoqué des irrégularités liées à ce bâtiment et n'en avait plus jamais reparlé. Tandis que Claire traversait la cour jonchée de feuilles mortes, elle remarqua quelque chose d'étrange. Le silence était anormal. Aucun oiseau ne chantait. Le vent était imperceptible. Seul le bruit rythmé de ses pas résonnait sur les pierres anciennes. Le palais semblait l'observer. De l'autre côté de l'histoire se trouvait Étienne Valmont, homme d'affaires, philanthrope, membre discret de conseils d'administration dont les activités n'ont jamais été relayées par la presse. Aux yeux du public, Valmont n'était qu'un magnate français parmi d'autres, impliqué dans la restauration du patrimoine historique. Dans les cercles bien informés, cependant, son nom était prononcé avec prudence. Il ne menaçait pas, il ne criait pas. Il s'est fait discret. Valmont fut le dernier propriétaire légal du château de Montferrand avant sa désactivation. Des documents font état d'une vente symbolique à l'État pour une somme dérisoire, suivie d'une validation judiciaire dont l'explication n'a jamais été fournie. Depuis lors, le site est resté intact, hormis des travaux de rénovation souterrains menés discrètement aux aurores, selon des informations passées sous silence par la presse. Claire ne connaissait pas Valmont personnellement, mais elle connaissait le schéma. Des hommes qui se forgent une réputation irréprochable tout en dissimulant des horreurs derrière une bureaucratie sans faille. Et Montferrand sentait exactement comme ça. En entrant dans le hall principal, elle remarqua des marques récentes sur le sol, de profondes rayures, comme si de lourds meubles avaient été déplacés peu de temps auparavant. Le plafond orné laissait encore apparaître des fresques partiellement décollées, représentant des scènes mythologiques déformées par l'humidité. Des yeux peints l'observaient depuis des angles impossibles, créant l'étrange impression d'être constamment suivi. Le conflit ne s'exprimait pas par des mots, mais par des actes concrets, des dossiers inexistants, des scellés brisés, des caméras de sécurité modernes installées dans un bâtiment officiellement abandonné. Claire n'avait pas besoin de menaces explicites pour comprendre qu'elle n'était pas la bienvenue. Au fond du hall, une porte à demi recouverte de tapisseries déchirées attira son regard. Elle ne figurait sur aucun plan architectural. En s'approchant, il perçut une légère odeur métallique mêlée de moisissure, une odeur ancienne, organique, enfouie depuis bien trop longtemps. Le genre d'odeur qui n'est pas seulement celle d'un bâtiment en ruine,
mais celle de quelque chose scellé, condamné à ne plus jamais revoir la lumière du jour. Claire écarta la tapisserie et découvrit un escalier étroit qui descendait dans l'obscurité. Il n'y avait aucune indication officielle, seulement des marches usées et des marques sur les murs, comme si de nombreuses mains s'y étaient posées au fil des ans, certaines désespérées. À ce moment-là, sans savoir exactement pourquoi, Claire était certaine de deux choses. Premièrement, le palais de Montferrand n'a jamais été qu'un simple bâtiment historique. Deuxièmement, certaines vérités n'ont pas été enterrées pour être oubliées, mais pour s'assurer que personne ne survive à leur exhumation. Elle alluma la lampe torche de son téléphone portable et fit son premier pas vers le sous-sol. Et quelque part dans la ville, Étienne Valmont apprit que quelqu'un avait franchi la porte. Le sous-sol du palais Montferrand ne répondait pas au canon de l'architecture française du XIXe siècle. Claire le remarqua dès les premiers mètres. Les murs, autrefois en pierre de taille, laissaient apparaître un béton brut, inachevé, portant les marques de formes industrielles, une intervention moderne dissimulée sous l'enveloppe historique. Il ne s'agissait pas d'une restauration, mais d'une adaptation. Et l'adaptation supposait une utilisation continue. La lampe torche éclairait d'étroits couloirs où l'air s'épaississait à chaque pas. Des tuyaux récents couraient le long du plafond, certains portant encore des étiquettes d'inspection, des dates, des signatures, des sociétés tierces liées à des fonds d'investissement basés à Paris et au Luxembourg. Claire photographiait tout en silence, consciente que chaque image constituait une accusation potentielle. Le palais avait toujours été présenté comme un symbole de l'élite française d'après-guerre. Bals discrets, dîners diplomatiques, rencontres culturelles. Ce que les archives officielles omettaient, c'est que Montferrand avait également servi de lieu de médiation politique durant des périodes sensibles de l'histoire de France. Des grèves y étaient réprimées. Des scandales y étaient étouffés. On y entrait par les portes principales et on en sortait par des voies qui n'étaient jamais consignées dans les procès-verbaux. Claire connaissait bien ce schéma, car elle y avait grandi. Sa mère, Hélène Moreau, avait passé des années à recenser le patrimoine historique de l'État. Elle disait toujours que certains bâtiments portaient non seulement une valeur architecturale, mais aussi des souvenirs douloureux. Lorsqu'Hélène fut démise de ses fonctions après avoir mentionné Montferrand dans un rapport interne, elle apprit à ses dépens qu'il existait des souvenirs qu'il ne fallait pas préserver. Le couloir menait à une grande pièce, éclairée par des lampes froides, reliées par des fils de fortune. Au centre, une table en métal portait de profondes rayures et des taches sombres qui dépassaient la simple rouille. La pièce ne paraissait pas vieille, mais plutôt inachevée. Comme si quelqu'un était parti précipitamment, laissant tout en plan pour son retour. Là, passé et présent se côtoyaient de façon troublante. Sur une étagère, des dossiers papier datant des années 1970 à une dizaine d'années auparavant. Des dossiers étiquetés avec des noms que Claire reconnut immédiatement. Des hommes d'affaires, des juges, 2 anciens ministres dont la disparition n'avait jamais été élucidée. Aucune description détaillée, seulement des numéros, des codes et des cachets officiels. De quoi prouver que ces personnes n'avaient pas simplement disparu. Étienne Valmont apparaît dans ces documents non comme auteur direct, mais comme une présence constante, financeur de projets, médiateur contractuel, acheteur de silence. Son nom figurait toujours avant les décisions cruciales et disparaissait aussitôt, comme s'il n'avait jamais existé. Un homme façonné pour ne laisser aucune trace. Valmont avait grandi aux abords de Bordeaux, fils d'un notaire qui connaissait plus de secrets que d'actes. Il avait appris très tôt que le pouvoir ne résidait pas dans l'ordre, mais dans la capacité à pressentir la chute d'autrui. À 40 ans, il faisait déjà partie d'un cercle informel, qui décidait quels scandales feraient de la une des journaux et lesquels seraient étouffés dans l'œuf. Montferrand avait été son meilleur investissement, non pas financier, mais structurel. Le palais offrait un privilège rare, l'isolement juridique. Classé monument historique sensible, toute intervention extérieure nécessitait de multiples autorisations, systématiquement retardées. Cela permettait aux activités clandestines de passer inaperçues.
pourvu qu'elle soit dissimulée sous un épais voile de bureaucratie. En examinant les dossiers, Claire réalisa qu'elle n'était pas restée longtemps seule dans cet endroit. Des traces de surveillance récentes étaient visibles, des capteurs discrets, des empreintes de bottes modernes dans la poussière ancienne, des restes de café encore humides dans un coin de la pièce. Quelqu'un surveillait ce sous-sol, et ce n'était pas l'État français. Les personnages secondaires de ce monde commençaient à se dessiner. Des employés payés pour se taire, des sociétés écrans créées uniquement pour valider des réformes inexistantes, des fonctionnaires dont la loyauté variait selon le montant du virement bancaire. Ce n'étaient pas des méchants caricaturaux, c'étaient des gens ordinaires pris au piège d'un système qui récompensait le silence et punissait la curiosité. Claire a ressenti tout le poids de cet écosystème lorsqu'elle a compris que Montferrand n'était pas une exception, mais un modèle. Un microcosme de l'élite qui se protégeait par des structures invisibles, utilisant le passé comme un bouclier et la peur comme une arme. En quittant la pièce, elle entendit quelque chose qui n'était mentionné dans aucun rapport, un son étouffé et rythmé provenant d'un mur au fond. Ce n'était pas un son mécanique. Il sonnait trop humain pour être ignoré. Elle n'avait pas encore tenté de les approcher. D'abord, elle avait tout documenté, car dans ce monde, seuls ceux qui pouvaient prouver, et non se contenter de soupçonner, survivaient. Et Claire commençait à comprendre que le véritable antagoniste n'était pas seulement Étienne Valmont, mais toute la machine qu'il avait contribué à construire sous le palais. Claire ne suivit pas immédiatement le bruit. Des années de journalisme lui avaient appris que l'impulsion était l'ennemi de la survie. Elle éteignit donc sa lampe torche quelques secondes, laissant ses yeux s'habituer à la faible lumière artificielle du sous-sol. Le bruit persistait, un rythme irrégulier, comme quelque chose que l'on traîne ou qui heurte une surface dure, toujours à intervalles réguliers. Ce n'était pas un bruit continu, mais un bruit contrôlé. Lorsqu'elle ralluma la lumière, elle remarqua que l'un des murs présentait des fissures récentes, presque invisibles de loin. Le béton y avait été renforcé, mais pas selon la même technique que dans le reste du couloir. Cette zone avait été rouverte puis refermée. Claire s'approcha suffisamment pour sentir une légère vibration sous sa paume. Le palais palpitait littéralement. Le conflit n'était plus abstrait. Il ne s'agissait plus de documents, de corruption ou de disparitions anciennes. Quelque chose se passait là, dans le présent, sous un bâtiment officiellement abandonné. Dehors, les rouages se mirent en marche contre elle. À 10h17, une alerte silencieuse s'est déclenchée dans un système de sécurité privé relié au métro Montferrand. Il ne s'agissait pas d'une alarme conventionnelle, mais d'un protocole interne. Mouvement non autorisé détecté la notification, parvint dans un bureau minimaliste parisien où Étienne Valmont examinait calmement des rapports financiers avec le sang-froid de quelqu'un rarement pris au dépourvu. Valmont ne laissa rien paraître. Il ferma simplement le dossier devant lui et passa un bref coup de fil. Il ne demanda pas qui s'était connecté. Le système lui avait déjà donné la réponse. Il demanda seulement combien de temps il lui restait. 2 heures. Oui, répondit la voix à l'autre bout du fil. C'était suffisant pour corriger une erreur ou éliminer une variable. Au sous-sol, Claire emprunta un couloir latéral qui n'apparaissait pas sur les photos qu'elle avait prises. Les murs se rétrécissaient, l'obligeant par endroits à marcher de côté. L'odeur métallique s'intensifia, mêlée à une odeur chimique, presque hospitalière, le genre d'odeur utilisée pour masquer ce qui ne devrait pas être reconnu. Elle découvrit une porte en acier renforcée avec un judas étroit. Aucune serrure visible, seulement un vieux clavier numérique. À côté, une discrète pancarte en français administratif, « Zone technique, accès restreint ». Claire n'a pas cherché à entrer de force. Elle savait que ce n'était pas nécessaire. La porte n'était pas conçue pour empêcher les curieux d'entrer, mais pour les retarder. Le bruit provenait de derrière. Tandis qu'elle pesait le pour et le contre, elle entendit des pas. Non pas de vieux échos, mais des pas réguliers et mesurés venant du couloir principal.
Claire éteignit sa lampe torche et s'appuya contre le mur, sentant le béton froid contre son dos. 2 hommes passèrent sans un mot. Ils portaient des vêtements ordinaires, mais se déplaçaient avec une précision chirurgicale. L'un portait une mallette rigide, l'autre consultait une tablette. Ils ne la cherchaient pas encore. Ils suivaient le protocole. Le conflit s'est intensifié par des actions claires. Surveillance active, présence humaine récente, confinement en cours. Claire comprit que le temps jouait contre elle. Elle décida d'agir. À l'aide d'une barre de métal trouvée sur une étagère voisine, il parvint à exercer une force suffisante pour déplacer légèrement le cadre du hublot de la porte. Celle-ci ne s'ouvrit pas, mais un espace se créa. À travers l'entrebâillement, il vit ce qu'aucun reportage n'avait jamais montré. Un vaste compartiment divisé par des barreaux, des lits métalliques alignés, certains vides, d'autres occupés, des êtres vivants. Des gens qui respiraient lentement, certains sous sédatifs, d'autres simplement immobiles, le regard perdu dans le vide. Ce n'étaient pas des prisonniers ordinaires. C'étaient des absences officielles. Des hommes et des femmes que le monde croyait morts, exilés, ou dont on pensait qu'ils n'avaient jamais existé. Le son rythmé provenait d'un système de ventilation improvisé, destiné à maintenir l'environnement à peu près habitable. Claire recula, luttant pour garder son sang-froid. Ce n'était pas un crime isolé, c'était un mécanisme d'anéantissement de l'humanité. Elle n'avait plus le temps de digérer ça. Une main l'agrippa par le bras et la plaqua contre le mur. Sous le choc, son téléphone portable tomba et glissa sur le sol, l'écran toujours allumé. L'homme ne dit rien, il cherchait seulement à l'immobiliser. Claire réagit instinctivement, utilisant son poids pour se dégager partiellement. Elle ne gagna pas, mais elle gagna quelques secondes. « Elle ne devrait pas être ici !» dit une voix calme et masculine avec un léger accent du sud-ouest de la France. Valmont n'était pas physiquement présent, mais son autorité, elle, l'était. L'homme qui parlait portait un communicateur discret à l'oreille. Claire comprit qu'il ne s'agissait pas d'une improvisation, mais d'un système conçu précisément pour ce type d'intrusion. Le conflit avait franchi un nouveau cap. Leur présence avait été détectée. L'observation discrète n'était plus envisageable. Désormais, chaque action aurait des conséquences immédiates. Alors qu'on la conduisait de force dans le couloir, Claire parvint à jeter un dernier regard en arrière. La porte en acier se referma lentement. Le bruit métallique résonna dans le sous-sol comme un ultime avertissement. Elle ne savait pas encore comment s'enfuir. Mais elle savait que si elle ne partait pas, elle deviendrait un nom oublié de tous, enfoui sous le palais dont l'élite française jurait qu'il n'existait pas. Claire fut conduite à travers des couloirs qui ne figuraient sur aucun plan, pas même dans les versions confidentielles qu'elle avait consultées tout au long de sa carrière. Le parcours semblait délibérément complexe, truffé de détours et de fausses portes, comme si l'espace lui-même avait été conçu pour désorienter. Il ne s'agissait pas seulement d'une mesure de sécurité, mais d'une forme de manipulation psychologique. Elle se retrouva seule dans une pièce étroite, éclairée par une simple lampe suspendue à des fils électriques apparents. Il n'y avait aucun meuble, seulement une chaise métallique fixée au sol et une caméra discrète dans un coin. La porte se referma sans bruit, avec un clic trop discret pour le contexte. Claire comprit qu'il ne s'agissait pas d'une cellule improvisée, mais d'un élément normal du fonctionnement de l'établissement. Pendant qu'il attendait, d'autres aspects du conflit commencèrent à se révéler au loin. À Paris, une intrigue secondaire se tramait discrètement. Julien Renaud, avocat spécialisé en droit du patrimoine et ancien collaborateur au ministère de la Culture, avait reçu ce matin-là une notification inhabituelle, une demande urgente d'examen de documents relatifs au château de Montferrand. Cette demande ne provenait pas de l'État, mais d'une fondation privée œuvrant pour la préservation du patrimoine, l'une des nombreuses façades financières liées à Valmont. Julien a immédiatement perçu le risque. Il avait travaillé sur des affaires similaires des années auparavant, qui s'étaient toujours soldées par des dossiers manquants et des instructions voilées de ne pas insister. Mais cette fois, c'était différent. L'une des pièces jointes portait une signature qu'il n'avait pas vue depuis des décennies,
celle d'Hélène Moreau, la mère de Claire. Officiellement, Hélène était retraitée pour invalidité. Officieusement, Julien savait qu'elle avait été mise à l'écart pour en savoir trop. La présence de sa signature indiquait que quelqu'un avait réactivé des documents qui auraient dû rester inactifs, ou que quelqu'un les utilisait comme appât. Pendant ce temps, au sous-sol, Claire était sous surveillance. Un technicien entra dans la pièce sans la regarder directement. Il ajusta la caméra, vérifia les niveaux sur une tablette, puis repartit, pas un mot. Le silence était de mise. Là-bas, on n'interrogeait pas les gens. On les évaluait. Claire commença à percevoir une tendance plus générale. Montferrand ne servait pas seulement à faire disparaître les personnalités publiques. Il s'agissait aussi de gérer les crises. Lorsqu'un scandale menaçait d'éclater, lorsqu'une personne devenait trop gênante pour être achetée ou discréditée, le palais proposait une alternative, la suspension de l'existence. Ni la mort, ni l'emprisonnement. Un entre-deux contrôlé. Ce système exigeait la complicité à de multiples niveaux. Des médecins pour des sédations prolongées, du personnel administratif pour falsifier les décès officiels, des banques pour blanchir l'argent. Et surtout, le temps. Le temps était le meilleur allié du système, car plus les années passaient, plus il était facile de transformer les gens en rumeurs. Une autre intrigue secondaire se dessinait parmi les agents qui géraient le centre. Tous n'étaient pas loyaux par conviction. Certains étaient là par peur, d'autres pour l'argent, et d'autres encore parce qu'ils avaient déjà franchi le point de non-retour. Un des gardes, un homme nommé Marc Delon, observait Claire sur les caméras, visiblement mal à l'aise. Il avait reconnu son nom en recevant l'alerte interne. Il savait qui elle était. Il savait ce qui arrivait généralement aux personnes comme elle. Marc avait perdu son frère des années auparavant. Un fonctionnaire qui avait signalé des irrégularités mineures et avait craqué peu après. On n'avait jamais retrouvé son corps. Montferrand avait fait partie de sa vie bien avant ce jour. La pression du temps commençait à se faire sentir. Les protocoles internes imposaient que les intrusions non autorisées soient résolues sous 48 heures. Passé ce délai, le risque de surveillance externe augmentait. Valmont ne tolérait aucune improvisation prolongée. Claire ressentait cette urgence sans en connaître les détails. À chaque heure qui passait, ses chances diminuaient. Mais, en même temps, un élément jouait en sa faveur. Elle n'était pas venue sans préparation. Avant d'entrer dans le palais, elle avait programmé l'envoi automatique de données cryptées vers un serveur externe, au cas où elle ne confirmerait pas sa présence après un certain délai. Les photos, les enregistrements de géolocalisation, les courtes vidéos enregistrées à son insu, tout était temporairement en sécurité. C'était une intrigue secondaire invisible, mais cruciale. Un fil ténu reliant le monde souterrain au monde extérieur. Lorsque la porte s'ouvrit de nouveau, ce n'était pas pour un interrogatoire, mais pour un déplacement. 2 hommes la conduisirent dans un autre couloir. Claire ne résista pas. Elle économisait ses forces. Elle savait que dans ce système, seuls ceux qui comprenaient le rythme de l'ennemi survivaient. Montferrand n'était pas qu'un palais. C'était une machine. Et, à cet instant précis, plusieurs rouages se mirent en marche simultanément. Certains en faveur de Claire, d'autres sur le point de l'écraser. Claire fut conduite à un niveau encore plus profond du sous-sol. La descente s'effectuait par un vieil ascenseur, dissimulé derrière une paroi mobile. Le mécanisme grinçait, mais fonctionnait avec une précision récente, preuve supplémentaire que l'endroit n'avait jamais vraiment été abandonné. Le panneau n'indiquait aucun étage. Il descendait simplement sans interruption, comme si le palais s'enfonçait dans la terre elle-même. Lorsque les portes se sont ouvertes, l'atmosphère a radicalement changé. L'espace était immense, presque clinique. Murs blancs, éclairage uniforme, absence totale d'ornements historiques. Là, Montferrand cessait de prétendre être le passé. C'était le présent absolu. Claire comprit que ce niveau n'existait pas lors de la construction du palais. Il avait été mis au jour bien plus tard.
On la conduisit dans une salle d'observation séparée par une épaisse vitre. De l'autre côté, un homme était assis, les mains posées sur une table. Il ne semblait pas sous sédatif. Il n'avait pas l'air d'un prisonnier ordinaire. Son regard était vif, trop concentré. Claire l'a reconnu immédiatement. Henri Lemaire, ancien secrétaire d'État, officiellement décédé dans un accident de voiture 15 ans auparavant. Son nom figurait dans les dossiers qu'elle avait photographiés. Son visage, pourtant, était plus amaigri, marqué par un vieillissement jamais vu du public. Un homme qui semblait vivre hors du temps. Le choc ne s'est pas manifesté par un cri ou un effondrement. Il est survenu dans le silence. Le tournant n'avait pas besoin de spectacle, il avait besoin d'une confirmation. Claire fut placée devant la vitre. Aucun des gardes ne dit un mot. Henri la fixa longuement avant de se lever lentement. « Ils ont bien menti », dit-il d'une voix rauque qu'il utilisait rarement. « Ils ont mieux menti que je ne l'aurais cru. » Cette phrase suffit à dissiper tout doute. Il ne s'agissait pas d'une mise en scène. Il ne s'agissait pas d'une illusion. Montferrand ne cachait pas des corps. Il cachait des vies. Henri ne relata que l'essentiel, avec des mots mesurés, comme quelqu'un qui avait appris que trop parler coûtait cher. Il n'avait pas été emprisonné pour un crime précis. On l'avait destitué pour son comportement imprévisible. Il en savait trop, posait trop de questions et avait refusé un accord exigeant un silence absolu. Sa mort résolut le problème politique. Sa vie clandestine en résolut un autre. Préserver l'accès du public aux informations stratégiques tout en les rendant disponibles à l'occasion. Le tournant s'est accentué lorsque Henri a révélé quelque chose que Claire n'avait pas prévu. Hélène Moreau estivera Ali. Non pas comme détenue à vie, mais comme auditrice technique. L'État ne l'avait pas destituée simplement parce qu'elle en savait trop. On l'avait amenée à Montferrand pour valider les procédures de catalogage, les registres d'identité et recouper les archives historiques. Hélène avait découvert trop d'incohérences. Des personnes qui, officiellement, n'avaient jamais existé, mais qui étaient bel et bien présentes. Elle a refusé de coopérer. Elle n'a pas été arrêtée. On l'a menacée de pire, l'inclusion de sa propre fille dans le système, si elle insistait. Hélène avait choisi le silence public comme forme de protection. Mais elle avait laissé des traces, signatures falsifiées, dates délibérément erronées, incohérences mineures, de petits défauts intentionnellement introduits pour qu'un observateur attentif remarque que quelque chose clochait. C'était un appel au secours codé. Claire sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ses recherches n'étaient plus seulement professionnelles, elles devenaient un héritage à suivre. Le véritable tournant s'est produit lorsqu'une alarme a retenti discrètement dans la pièce. Ce n'était pas une urgence, mais une notification. Un technicien est venu signaler, avec la neutralité requise, que les données de Claire avaient été partiellement transmises hors du système. Le protocole de confinement devait être accéléré. Valmont, de loin, prit sa décision. Claire ne serait pas éliminée immédiatement. Elle serait intégrée à la société. Le système avait besoin d'une journaliste coupée du monde, pas d'un cadavre. Sa disparition serait crédible, cohérente avec son profil d'enquêtrice. Un accident, un burn-out, une disparition opportune. En entendant cela, Claire comprit toute l'horreur de la situation. Montferrand ne réagissait pas aux menaces, il les absorbait. Alors qu'on l'emmenait hors de la pièce, Claire et Henri échangèrent un dernier regard, non pas d'espoir, mais de reconnaissance. Ils appartenaient désormais à ce même entre-deux, trop vivant pour mourir, trop dangereux pour exister officiellement. Le point de non-retour était atteint. Il n'était plus possible de revenir au rôle d'observatrice. Claire avait franchi la frontière invisible. Elle n'enquêtait plus sur le secret enfoui sous le palais. Elle faisait désormais partie de lui. La décision de Valmont produisit des effets immédiats et silencieux, comme tout à Montferrand. Claire fut transférée du service clinique vers une salle intermédiaire, où passé et présent se mêlaient à nouveau. Là, les murs retrouvèrent leur aspect de pierre antique, mais les systèmes de surveillance étaient encore plus sophistiqués. Ce n'était pas un lieu de punition, mais un lieu de transition. Les conséquences de ce point de bascule ne se sont pas manifestées par des cris ou des violences ouvertes,
mais par des réorganisations froidement calculées. L'impact initial fut d'ordre bureaucratique. À l'extérieur, des signes commencèrent à apparaître. Le téléphone portable de Claire affichait des appels manqués et des courriels automatisés envoyés en son nom annulaient ses rendez-vous. Une déclaration discrète fut préparée par un cabinet d'avocats lié à un grand groupe de médias. La journaliste Claire Moreau prend un congé temporaire pour raison de santé. Rien de définitif. Juste de quoi calmer l'intérêt du public. Dans le métro, Claire sentit le changement de statut. Elle n'était plus considérée comme une intruse, mais comme un atout. Elle recevait des vêtements propres, des repas réguliers et des soins médicaux superficiels. Un traitement fonctionnel, non humain. Le système n'avait pas besoin qu'elle soit en bonne santé, seulement qu'elle soit opérationnelle. La réaction psychologique se manifesta par vagues brèves et maîtrisées. Claire évitait de s'attarder sur les pensées. Elle observait. Elle comptait ses pas, elle mémorisait les routines. La peur viscérale laissa place à quelque chose de plus dangereux, l'adaptation. Elle comprit que Montferrand en dépendait. Les personnes brisées étaient imprévisibles. Les personnes adaptées fonctionnaient. Henri Lemaire fut transféré dans une autre aile après l'incident. Cette séparation ne fut pas expliquée. Il n'était pas nécessaire de l'être. À Montferrand, les relations étaient considérées comme risquées. Le système isolait les individus pour maintenir le contrôle. Parmi les agents, les réactions variaient également. Marc Delon, par exemple, évitait les caméras lorsqu'il était de service près du service de Claire. De petits gestes, des retards minimes, des portes qui mettaient une seconde de plus à se fermer, trahissaient un conflit intérieur. Il n'apportait pas son aide ouvertement, mais il n'accélérait pas non plus le processus. C'était une réaction humaine, dans un système qui ne tolérait pas l'humanité. Valmont, de son côté, a réagi avec une précision stratégique. Il a ordonné un audit complet des protocoles numériques. Il cherchait non seulement à contenir la fuite de données de Claire, mais aussi à identifier des failles persistantes. L'erreur avait été non seulement de lui permettre d'entrer, mais aussi de sous-estimer les brèches laissées par Hélène Moreau des années auparavant. Les conséquences affectèrent également Julien Renaud. Comprenant que les documents reçus avaient été désactivés à distance, il saisit le message. Il était surveillé. Sa réaction fut immédiate, non pas pour affronter la situation, mais pour dupliquer. Il créa des copies physiques des fichiers restants et les envoya à différents endroits. Un geste anodin, presque insignifiant, mais Montferrand se nourrissait précisément de l'absence de tels actes. La pression narrative montait sans qu'il soit nécessaire d'y mettre le feu. Un compte à rebours invisible s'enclenchait. Les protocoles internes indiquaient que Claire devait être officiellement retirée de la circulation sous 7 jours. Passé ce délai, son absence soulèverait des questions difficiles à gérer. Claire ressentit cette urgence face au changement de routine. Des évaluations plus fréquentes, des conversations indirectes sur sa carrière, ses contacts, ses méthodes. Ce n'étaient pas des interrogatoires, mais des cartographies. Le système ne s'intéressait pas à ce qu'elle savait, mais à prédire ce qu'elle ferait si on lui en donnait l'occasion. La conséquence la plus cruelle, cependant, était intérieure. Claire comprit que le plus grand risque n'était pas d'être effacée, mais de l'accepter. Accepter que sa voix soit remplacée par une vague déclaration. Accepter que son existence soit réduite à un simple numéro de dossier. Montferrand ne brisait pas les gens par la force. Il les brisait en les vidant peu à peu de leur sens. Par une nuit sans heure précise, Marc laissa tomber quelque chose par terre en passant devant la cellule de Claire. Un petit morceau de papier plié, presque invisible. Aucun regard ne fut échangé. Aucune trace d'elle. Sur papier, une seule phrase manuscrite. « Tout le monde ici ne pense pas que vous devriez disparaître. » Les conséquences étaient enclenchées. Chaque réaction, celle de Claire, de Valmont, des agents, du monde extérieur, poussait l'histoire vers un point inéluctable. Montferrand avait absorbé Claire. Mais ce faisant, il avait créé une instabilité qui n'avait jamais existé auparavant. La transformation de Claire ne s'est pas produite à un moment précis. Elle fut progressive, presque imperceptible, comme l'érosion de la pierre sous l'eau. Les premiers jours, elle se contenta d'observer.
Les jours suivants, elle commença à tester les limites. De petits gestes, presque insignifiants, devinrent des épreuves de résistance. Le mot laissé par Marc n'était pas qu'une simple marque d'empathie, c'était une amorce. Claire commença à mesurer le temps entre les quarts de travail, à repérer les schémas dans les changements d'équipe, à identifier les portes qui produisaient des bruits différents à l'ouverture. Le système de Montferrand était efficace, mais il reposait sur la routine. Et la routine engendrait toujours des failles. La croissance ne provenait pas de discours intérieurs ni de promesses tacites. Elle était le fruit d'actions maîtrisées. Claire cessa de réagir comme une victime et commença à agir comme quelqu'un temporairement immergé dans un écosystème hostile, apprenant ses règles afin de les subvertir. Elle comprit qu'elle n'était pas aussi isolée qu'elle l'avait imaginé. Par moments, des sons traversèrent les murs, non pas des cris, mais de faibles signes de présence humaine, de légers coups, des mouvements coordonnés, des bruits qui se répétaient intentionnellement. Quelqu'un communiquait. Quelqu'un résistait, même en silence. L'une de ces présences était celle d'une femme nommée Agnès, internée dans un pavillon voisin. Ancienne professeure d'université, elle avait disparu suite à une enquête sur des marchés publics. Claire ne l'avait jamais vue directement, mais elle avait reconnu le rythme de ses réponses aux coups frappés à sa porte. 3 coups brefs, 2 longs. Un langage improvisé, construit en l'absence de mots. Claire apprit vite. L'adaptation faisait partie intégrante de son développement. Pour surmonter cette épreuve, il lui fallait aussi lâcher prise. Claire cessa de penser à la journaliste qu'elle avait été. Cette identité, à ce moment précis, représentait un risque. Elle commença alors à agir comme quelqu'un qui devait survivre sans laisser de traces émotionnelles. Il ne s'agissait pas d'abandonner, mais d'élaborer une stratégie. Marc devint un élément crucial. Sans jamais rien admettre ouvertement, il commença à faciliter de petits changements. Il modifia les horaires d'inspection. Il ajusta l'éclairage pour créer des zones d'ombre. Ce n'était pas de l'héroïsme, c'était une forme d'expiation. Chacun de ces gestes portait le poids d'années de complicité silencieuse. Un soir, Claire fut conduite dans une salle commune, sous prétexte d'une évaluation psychologique. Elle y retrouva Henri, visiblement plus fragile physiquement, mais mentalement intacte. Ces retrouvailles n'eurent rien de sentimental, elles étaient purement fonctionnelles. Henri apporta des informations. Montferrand allait bientôt subir une purge interne. Les personnes jugées instables seraient définitivement écartées. Cela incluait celles qui avaient manifesté la moindre résistance. Le système ne tolérait aucune croissance incontrôlée. Cette information a provoqué une nouvelle étape dans l'évolution de Claire. Elle a cessé de penser uniquement à partir. Elle a commencé à penser à déstabiliser l'équilibre. Son évolution se traduisit par des décisions plus audacieuses. S'appuyant sur des souvenirs fragmentaires de l'agencement et des données techniques accumulées au fil des jours, il entreprit de reconstituer mentalement l'infrastructure du palais. Il identifia un point crucial. Le système de ventilation reliant les ailes anciennes à l'étage clinique. Ce n'était pas un point d'accès conventionnel, mais il était continu. Et le système en dépendait pour maintenir le fonctionnement de cette zone intermédiaire. Pour surmonter cette épreuve, Claire a accepté ce qu'elle avait toujours évité dans sa carrière, la confiance. Non pas envers les institutions, mais envers des individus brisés par ce même système. Agnès, Henri, Marc, des personnages imparfaits, mais authentiques. Sa transformation personnelle se manifesta dans ses actes. Claire commença à provoquer des micro-incidents contrôlés. Elle déplaçait des objets. Elle induisait de petites erreurs de protocole. Rien de suffisamment grave pour justifier une punition immédiate, mais de quoi créer un certain émoi. Montferrand supportait mal l'imprévu. Valmont remarqua les incohérences croissantes dans les rapports. Il ignorait encore la source exacte, mais il en avait décelé la tendance. Le système était fragilisé de l'intérieur. La résilience de Claire ne résidait pas dans sa force physique, mais dans une érosion stratégique. Le dernier soir de ce cycle, Marc lui a finalement adressé la parole pour la première fois, à voix basse, tout en ajustant un appareil photo.
Si vous comptez faire quelque chose, faites-le maintenant. Ce n'était pas un encouragement, c'était un avertissement. Claire comprit que la croissance avait atteint ses limites. Elle n'était plus seulement une survivante. Elle était devenue un agent de bouleversement. La femme qui était entrée à Montferrand pour enquêter n'était plus la même. Le système avait tenté de la réduire au silence. Au lieu de cela, il avait créé quelqu'un capable de le briser de l'intérieur. La tension à Montferrand n'était plus latente, elle était devenue manifeste. Ce n'était plus un sentiment diffus de menace, mais une succession d'événements convergeant vers un point inéluctable. Claire le ressentait dans les changements d'équipe brusques, le renforcement des patrouilles et surtout le silence de l'administration. Quand le système cessait d'expliquer, cela signifiait qu'il allait agir. Le grand nettoyage annoncé par Henri commença discrètement. Les patients furent évacués des salles aux aurores sans cérémonie. Aucun retour, aucun remplacement. Le brouhaha humain s'estompa, créant un vide oppressant. Montferrand se préparait à gagner en efficacité et à opérer des changements plus radicaux. Claire, Henri, Agnès et Marc fonctionnaient désormais selon une entente tacite. Il n'y avait ni réunion, ni plan à long terme. Chacun connaissait son rôle, dicté par les possibilités limitées dont il disposait. La préparation du dénouement ne requérait pas d'héroïsme ostentatoire, mais une synchronisation minimale. Le système de ventilation devint l'élément central de la stratégie. Claire constata que, lors des réglages nocturnes, les capteurs étaient automatiquement recalibrés par un algorithme obsolète, non mis à jour pour les modifications récentes. Un défaut structurel dissimulé sous des couches de modernisation. Si le flux d'air était modifié avec précision, les niveaux inférieurs passeraient en mode sécurité, libérant des points d'accès normalement scellés. Marc a confirmé, sans le dire explicitement, qu'il y aurait une courte interruption lors du changement de serveur interne. Une procédure de routine, mais cruciale. 20 minutes, pas une minute de plus. Henri, de son côté, préparait un autre front. Il savait où étaient conservés les documents physiques les plus sensibles, la documentation essentielle qui n'avait jamais été entièrement numérisée, précisément parce qu'elle contenait trop d'incohérences pour passer les audits automatisés. Si ces documents étaient rendus publics, Montferrand ne serait plus incontestable. Agnès s'occupa du facteur humain. À travers un langage improvisé de signes et de coups, elle fit savoir que quelque chose allait changer cette nuit-là. Elle ne promit pas l'évasion, mais le mouvement. À Montferrand, cela suffit à raviver une flamme oubliée depuis des années. La préparation exigeait une grande maîtrise de soi. Claire devait éviter toute impulsion. Le point culminant ne serait pas une confrontation directe avec Valmont, mais un effondrement systémique. Le véritable ennemi était cette stabilité artificielle entretenue par la peur et l'invisibilité. Dehors, le monde lui aussi approchait du point de rupture. Julien Renaud, sous la pression de mise en demeure de plus en plus agressive, prit sa décision finale. Il activa ses anciens contacts dans la presse internationale et fit clairement savoir que s'il lui arrivait quoi que ce soit, les dossiers seraient automatiquement publiés. Ce n'était pas une attaque frontale, mais une menace de divulgation continue. Valmont sentit la situation changer. Pour la première fois depuis des années, plusieurs facteurs échappaient à son contrôle total. Il ordonna d'accélérer le nettoyage. Le temps pressait. Au sous-sol, les minutes prenaient une dimension presque palpable. Claire mémorisait chaque étape, le moment précis où les lumières vacilleraient, le son spécifique signalant le recalibrage, le délai minimal entre l'arrêt et le redémarrage des systèmes. Tout reposait sur une exécution irréprochable. À l'heure prévue, Marc a fait son choix final. Vous avez modifié manuellement la séquence de vérification, créant une incohérence que le système n'a pas immédiatement détectée. Il ne s'agissait pas d'un sabotage manifeste, mais d'une erreur plausible, la plus dangereuse qui soit. La pression dans les couloirs changea. Une alarme discrète retentit, inaudible pour tous, mais suffisante pour déclencher les protocoles automatiques. Les portes intérieures se déverrouillèrent pendant de précieuses secondes. Les grilles s'entr'ouvrirent. Montferrand cligna des yeux. Claire se moveut.
Les préparatifs étaient terminés. Il n'y avait plus de retour en arrière possible, plus aucun ajustement. Chaque pas, désormais, rapprocherait l'histoire de l'affrontement final. Le palais, construit pour dissimuler sa véritable nature, commençait à révéler ses rouages internes. Le premier signe de l'effondrement n'était pas auditif, il était physique. L'air cessa de circuler régulièrement, provoquant une sensation de pression désagréable dans les oreilles. Les lumières blanches vacillèrent, prenant une teinte légèrement jaunâtre, comme si le système lui-même hésitait. Montferrand n'avait jamais été conçu pour présenter une panne aussi visible. Cette hésitation était sans précédent. Claire s'engagea dans le couloir non verrouillé à l'heure précise prévue. Elle ne courut pas. Des silhouettes pressées attirèrent son attention. Elle se déplaça comme elle l'avait appris à l'intérieur, avec économie et calcul. Chaque pas était un acte de transformation, non pas de la victime, mais de l'actrice. Les portes intérieures n'étaient qu'entrouvertes. Henri apparut de l'autre côté, appuyé contre le mur, le visage pâle, mais le regard fixe. Aucun mot ne fut échangé. Le temps leur manquait. Leur lien était fonctionnel, fondé sur l'urgence. Agnès apparut peu après, poussée par deux autres prisonnières qui se déplaçaient comme des ombres, encore désorientées par ce changement soudain. Le système n'avait jamais prévu de mouvement coordonné. Il avait été conçu pour des individus isolés. L'alarme interne s'est déclenchée, pas suffisamment pour une évacuation générale, mais trop forte pour être ignorée. Les gardes ont commencé à bouger. Pas paniquer, pas encore, mais avec la rigidité de ceux qui tentent de maintenir un ordre qui leur échappe. Au niveau des documents, Henri a accédé aux archives physiques avant leur fermeture automatique. D'épais dossiers, marqués de codes manuels, étaient organisés comme un cimetière administratif. Il a extrait ce dont il avait besoin, pas tout, juste assez pour rendre toute contestation ultérieure impossible. Au centre de contrôle, Valmont observait les indicateurs avec un sang-froid calculé. Le système était mis à rude épreuve de l'intérieur, chose inédite. Il ne s'agissait pas d'une intrusion extérieure, mais d'une défaillance interne, la plus dangereuse qui soit. « Isolation complète du sous-sol », ordonna-t-il. Mais Montferrand ne répondait plus avec la même obéissance. Claire atteignit la gaine de ventilation qu'elle avait repérée quelques jours auparavant. La grille métallique était plus lâche que prévu. Quelqu'un, Marc, avait fait plus que promis. L'accès ne menait pas directement à la sortie, mais à l'étage historique, près du hall principal. Un espace visible, un véritable espace. Lorsque le premier coup de feu a retenti dans le couloir adjacent, le point culminant a cessé d'être simplement structurel. Il est devenu physique. Les gardes avancèrent, non pour tuer sans discernement, mais pour contenir la situation. Le système croyait encore pouvoir absorber le problème. Ce fut sa dernière erreur. Claire pénétra dans le puits, aidant Agnès à grimper la première. Henri suivit, non sans mal. Le métal vibrait sous les pas en contrebas. Des cris brefs, des ordres brisés. Le silence administratif avait disparu. Dans le hall principal, au-dessus d'eux, des capteurs ont commencé à déclencher des alarmes externes, des alarmes qui n'auraient jamais dû se déclencher. Protocoles patrimoniaux. Notification automatique au ministère de la Culture. Montferrand violait sa propre protection légale. Valmont s'est rendu compte trop tard qu'il ne s'agissait pas seulement de s'échapper, il s'agissait d'être exposé. La grille d'aération s'ouvrait derrière une tapisserie déchirée, exactement là où Claire était entrée quelques jours auparavant. La symétrie était cruelle. Ils débouchèrent dans l'espace qui symbolisait tout ce que Montferrand avait prétendu être, l'histoire, l'élégance, le silence. Des sirènes lointaines commencèrent à retentir, non pas d'une urgence interne, mais de la ville. L'absence de confinement avait engendré des informations contradictoires qu'il était impossible de gérer à temps. Marc apparut au bout du couloir. Désarmé, il ne courait pas. Il restait là, immobile, comme quelqu'un qui avait enfin assumé les conséquences de ses actes. Son regard croisa celui de Claire un instant.
Aucune gratitude, seulement de la reconnaissance. Le point culminant de la tension fut atteint lorsque Valmont entra dans la pièce d'en face, escorté, persuadé que sa présence lui conférait le contrôle. Il aperçut le dossier dans les mains d'Henri. Il vit clair là, visible, réel, impossible à effacer à cet instant. Il n'y eut pas de confrontation verbale prolongée. Valmont comprit ce qui avait été perdu. Le véritable coup d'État n'était pas physique, il était symbolique. Les portes principales du palais de Montferrand se sont ouvertes pour la première fois depuis des décennies, non pas pour des invités triés sur le volet, mais pour des dignitaires étrangers, des journalistes en alerte et des caméras qui n'auraient jamais dû se trouver là auparavant. Claire franchit alors l'ultime étape de sa transformation. Elle ne s'enfuit pas, elle ne se cacha pas. Elle s'avança dans la lumière grise du matin français, le corps marqué et le regard fixe. Elle n'avait plus besoin de prouver que le secret existait. Montferrand était exposé, et le système, finalement, a saigné. La nuit tomba lourdement sur le palais. Les lumières dorées des couloirs ne pouvaient plus dissimuler ce qui se dévoilait. De vieux documents, des lettres à moitié brûlées et un registre oublié au bureau d'état civil révélèrent l'impensable. La fortune de la famille a été bâtie sur une mort simulée. Le secret était simple et cruel. Des décennies auparavant, quelqu'un avait disparu pour qu'un autre puisse tout hériter. Il n'y avait pas de fantôme, il y avait un crime parfait, protégé par des juges corrompus et un silence acheté avec de l'or. L'héritier actuel réalisa trop tard que toute sa vie n'avait été qu'un élégant mensonge, entretenu par le sang et l'omission. Lorsque la dernière preuve fut présentée, il n'y avait plus aucun doute. La question n'était plus « qui a fait ?» mais « qui aurait le courage de tout révéler et de détruire l'Empire ?» Cette révélation n'a apporté aucun soulagement. Elle a engendré la peur. Dès que le dossier a commencé à circuler secrètement, les appels téléphoniques ont cessé, les alliés ont disparu et les portes qui étaient auparavant ouvertes ont commencé à se fermer dans une violence silencieuse. L'héritier a reçu l'offre finale dans une pièce sans fenêtre. Cela n'a jamais existé. En échange, vous conservez tout. Tel était le prix de la vérité. Silence absolu. Accepter signifiait continuer à vivre dans le luxe, mais porter à jamais le fardeau de la culpabilité d'un crime qu'il n'avait pas commis et pour lequel il ne serait jamais puni. Refuser signifiait perdre son nom, son héritage, et peut-être même la vie. Cette même nuit, quelqu'un a tenté de s'introduire par effraction dans le palais. Rien n'a été volé, rien n'a été cassé. Ce n'était qu'un avertissement. En se regardant dans le miroir, l'héritier comprit que cette décision changerait non seulement son destin, mais aussi celui de toute sa famille. Certaines vérités vous libèrent, d'autres vous condamnent. À l'aube, le palais semblait paisible. Aucun scandale dans les journaux. Aucune accusation publique. Tout le monde croyait que l'héritier avait accepté le pacte de silence. Mais la stratégie était différente. Au lieu de détruire l'empire de l'extérieur, Il a révélé la vérité de l'intérieur. Il a créé une fondation portant le nom de l'homme disparu, ouvert d'anciennes archives sous prétexte de restauration historique et invité des journalistes, des historiens et des procureurs à préserver la mémoire de la famille. Chaque document présenté était légitime, chaque révélation impossible à bloquer par des moyens légaux. Quand ils s'en sont rendus compte, il était trop tard. La vérité n'a pas été dénoncée, elle a été institutionnalisée. L'Empire ne s'est pas effondré d'un coup. Il s'est décomposé lentement sous les yeux du public, tandis que l'héritier renonçait à son nom et s'en allait par la grande porte, emportant avec lui sa seule liberté. Des années plus tard, le palais est devenu un musée. Et sur la plaque de bronze à l'entrée, une seule phrase. Les apparences font vivre les empires, la vérité les réduit en ruine.